Depuis plus de 2 millénaires, l'île de la Cité déploie son aura autour de Paris. Placée au cœur de la capitale et de la région Île-de-France, elle en est devenue le joyau au fil des siècles. Malgré une superficie d'à peine 23 hectares, elle accueille près de 13 millions de touristes par an. Partons à la découverte de cette île au trésor. L'île de la Cité. L'île de la Cité, c'est une appellation très contemporaine des choses. Ça s'appelait Lutèce. Et Lutèce s'est appelé Paris, avant que Paris s'appelle Paris. Voilà. L'histoire de cette île, c'est sa configuration, comment elle existe. C'est exactement à l'embouchure d'une vieille rivière qui existe toujours, qui est la Bièvre. La Bièvre se jetait à peu près à la hauteur de la rue Saint-Jacques, justement avant le premier passage vers l'île, vers Lutèce. Et d'ailleurs, c'est parce que cette Seine s'étalait un peu dans des plaines qu'il y avait un marais qui s'appelle toujours le Marais aujourd'hui. À un moment, la Seine a trouvé que la Bièvre avait fait un petit bras et un des bras de la Seine est passé où nous la connaissons aujourd'hui et le grand bras, ce qui faisait un méandre sur Paris, a disparu, s'est asséché. D'ailleurs, aujourd'hui, quand il y a des inondations, vous avez des inondations dans les caves autour de la Seine, mais aussi dans les caves des grands boulevards. Voilà, l'eau est toujours là. Bon. Cette cité était la façon, cette île était la façon la plus facile de franchir la Seine dans la partie territoriale la plus occidentale. Ça a été pendant très longtemps le dernier pont avant l'embouchure de la Seine au Havre. C'est très important. Ça donnera un caractère de carrefour à Lutèce, à la ville romaine. La ville historique, c'est la ville romaine, c'est le quartier dit latin. Tout le forum était sur la montagne Sainte-Geneviève, là où il y a le Panthéon, et la ville s'organise, il y a encore des noms dans ce quartier qui portent les arènes de Lutèce, l'Odéon, ce qui rappelle des monuments romains qui étaient restitués dans cette ville romaine. Mais très rapidement, les Romains ont occupé l'île de la Cité, enfin Lutèce, et très rapidement, ils ont fait il y avait des temples, mais très rapidement, parce qu'il y avait des invasions, ils ont très rapidement détruit ces temples et avec les pierres, ont constitué une enceinte. Et c'était une ville fortifiée, c'était une citadelle, une réelle citadelle, dans laquelle s'est implanté immédiatement d'abord les légions romaines, pour se protéger, et tout bêtement, les rois de France. Le premier qui s'installe là, c'est Clovis. Il est à Soissons, il a sa capitale, mais il se rend compte que Soissons, c'est pas très défendable, et puis qu'il cherche à conquérir les territoires qui deviendront la France. Et il a le choix, il hésite entre Tours et Lutèce. Et il choisit Lutèce parce que c'est plus près de Soissons, que c'est moins compliqué apparemment pour lui. Ce qui fait que Paris, la capitale de la France, n'est pas au centre de la France. C'est un peu mal fichu, très au nord. Alors que si ça avait été Tours, ça aurait été totalement une autre histoire et autre chose. Il va s'installer là et va créer là, dans l'ancienne caserne romaine,
le premier palais royal. Et jusqu'à Louis XIII, c'est un palais royal auquel on fait attention. C'est là, Saint-Louis habitait là, ou à Louis IX. Tous les rois habitaient là, et ils regardaient une autre citadelle qui était de l'autre côté du fleuve, qui était le Louvre, la citadelle du Louvre. Et c'est à partir d'Henri IV qu'on a commencé à respirer et à installer un palais, les Tuileries, la Galerie Médicis, tout. On a commencé à installer des choses qui étaient le palais à la campagne, un peu, entre guillemets, c'était hors la ville, mais c'était à vue. Et c'est ça qui est assez intéressant, de bien comprendre ce qui se passe dans ce quartier, dont cette île de la Cité, dont le développement va se faire plutôt vers l'ouest, j'entends d'un point de vue urbain. C'est l'aménagement du Pont-Neuf qui sera quelque chose de très très important par rapport à tout ce qui se passe, je vais dire, dans la ville de Lutèce. La ville de Lutèce, c'est 14 paroisses. Des paroisses à peu près de 1000 habitants. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, il y a entre 14 000 et 15 000 habitants qui habitent là, qui habitent sur les ponts. Il y a des demeures qui sont sur les ponts, c'est sur les ponts qu'il y a tous les petits commerces. Le pont au change, c'était tout ce qui était les banquiers, quoi, qui menaient place du Châtelet. Et donc, il faut voir, c'était vraiment la ville dans son expression, avec une vieille ville romaine au sud et ce qui a été le développement de la ville des marchands au nord. C'est très important ce que je vais vous dire parce que tout ce qui est l'argent, c'est rive droite, et tout ce qui est l'esprit, c'est rive gauche. Ce qui va être déterminant, c'est l'arrivée au XIIIe siècle de Notre-Dame de Paris, de la cathédrale, qui ne sera pas cathédrale de suite. Ce qui est important, c'est qu'autour du Palais Royal, le Palais Royal, il lui fallait une cour des comptes, il lui fallait driver les finances il fallait rendre la justice. Donc s'organisent autour du Palais Royal les grandes chambres des comptes, tout ce qui était lié à la cour. Et avant qu'elle migre sur ses territoires, et surtout à Versailles. Mais il y avait une succession, tout un peuple aristocratique et de gouvernance de l'Île-de-France. Et le roi va s'extraire, mais tout va rester là. Et le palais de justice que nous connaissons, la cour de cassation actuelle, c'est l'héritage direct de ce palais royal dont il reste quelques tours, il reste la conciergerie, qui n'a pas bougé depuis la conciergerie, l'horloge, du quai de l'horloge. C'était l'endroit où on donnait l'heure chez le roi. Et surtout la Sainte-Chapelle, qui était la chapelle du palais de Saint-Louis. Voilà, donc je dis ça parce que c'est tout ce côté palais qui prévalait par rapport à la cathédrale. Donc, au moment où la cathédrale arrive, elle va devenir l'autre monument. Il y a le palais qui est à l'ouest, elle va être le monument de l'est. C'est un monument qui domine complètement la ville, qui sort de la ville, qu'on voit depuis la montagne Sainte-Geneviève, ou de Montmartre, ou de la colline de Chaillot. Vous voyez, on la voit très très loin. Et puis plus on s'approche, plus elle disparaît. Et quand on rentre dans l'île de la Cité, on ne la voit plus. On la verra que quand on est sur le parvis, c'est-à-dire sur les quelques mètres
qui sont devant ce monument. Et toute l'organisation des maîtres d'œuvre, c'est de faire un monument avec un parallaxe qui, quand on est au pied, donne l'impression d'être encore plus haute et encore plus grande qu'elle n'est. Si vous regardez le monument, vous vous rendrez compte que les tours les plus hautes, il y a un petit festonnage, un petit travail de pierre. On dit, tiens, ils avaient du temps à perdre, là, ils ont fait des petites fleurs. Non, c'est comme de la broderie, quoi. C'est pour faire plus beau, le plus loin possible, pour rendre le monument visuellement encore plus haut. Au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, a trouvé que c'était très décadent, et ils ont appelé ça art gothique, c'est-à-dire art des barbares. Et à partir de là, la cathédrale va subir des tas de... Mansart va s'occuper, il va détruire le jubé, ils font des tas ils la cassent. On raconte souvent que c'est la Révolution qui a cassé la cathédrale Notre-Dame, c'est beaucoup plus Louis XV et Louis XVI que la Révolution. Vous avez ce monument qui va être, dans sa période rejet, qui tout d'un coup va devenir la perle de cet ensemble, au détriment de tout le reste, au détriment de la Sainte-Chapelle, puisque les reliques de la Sainte-Chapelle vont se transférer de la Sainte-Chapelle à Notre-Dame, et surtout, il y a un renouveau qui est lié à un des premiers romans de Victor Hugo au XIXe siècle, qui va écrire Notre-Dame de Paris et qui va raconter cette légende absolument formidable des gueux qui sont copains qui revendiquent Notre-Dame de Paris comme étant leur lieu, Frollo, Quasimodo, toute une histoire qui a un succès terrible. Ce mouvement qui va réhabiliter l'art gothique va se traduire par un réaménagement assez violent qui consiste à libérer toutes les échoppes, tout ce qui restait de la ville autour de Notre-Dame de Paris. Comment est-ce que la ville a fonctionné et est passée de Lutèce au Paris qu'on connaît ? Haussmann, c'est un préfet, c'est un haut fonctionnaire de notre État, qui va d'abord travailler en Bourgogne. C'était un préfet qui avait une vision très large de sa mission, et il est nommé préfet à Bordeaux. Donc il arrive là, et il va s'adjoindre 2 ingénieurs, polytechniciens, l'un qui est un spécialiste de l'eau et des égouts, qui s'appelle Belgrand, et un autre qui est fanat de jardin et qui s'appelle Alphand. Et cette équipe va faire le Bordeaux moderne. Ils vont faire de Bordeaux une ville moderne avant bien d'autres villes en Europe. Très enthousiasmé par le travail du préfet Haussmann et de son équipe à Bordeaux, Napoléon III le nomme très vite préfet de la Seine de juin 1853 à janvier 1870. Dès sa nomination, il lui confie la mission d'assainir et d'embellir Paris. Fort de ses succès bordelais, Haussmann ne viendra pas seul. Et Haussmann a la bonne idée de dire à Alphand et à Belgrand, vous me suivez. Et Alphand fera tous les parcs de Paris, les Buttes de Chaumont, le parc Monceau, tous les squares. Et Belgrand va faire tout le système unitaire des égouts de Paris avec rejet des boues à Achères.
Au milieu du XIXe siècle, le centre historique de Paris est encore moyenâgeux. Les rues y sont encore étroites, peu éclairées et insalubres. À l'instar des quartiers ouest de Londres, reconstruits suite au grand incendie de 1666, l'empereur veut une qualité d'hygiène et de modernisme identique pour sa capitale. L'épidémie de choléra de 1832 motiva grandement cette volonté d'assainissement. Cette campagne est intitulée « Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini ». Lui, son idée, c'est de faire des grandes avenues qui libèrent la circulation autour de Paris. Le Paris qu'Haussmann a organisé, avec ce qui s'appelle les promenades de Paris, avec ses plantations en aliments, c'est lui qui... on parle aujourd'hui, il avait une vision très moderne, on parle aujourd'hui de reverdir Paris. Les premières avenues qui sont bordées d'arbres, c'est à Paris, et c'est sous l'impulsion d'Alphand, qui dessine les grilles d'arbres pour que les arbres respirent et aient de l'eau de pluie, qui dessine les bancs et les poubelles. Enfin, voilà, il organise tout. Le boulevard Sébastopol, c'est un modèle du genre. Napoléon III et donc le préfet Haussmann vont avoir l'idée de créer deux têtes de pont, la place du Châtelet et de l'autre côté la place Saint-Michel. La Chambre des notaires, les deux théâtres, théâtre de la ville, théâtre du Châtelet, et de l'autre côté le boulevard Saint-Michel, enfin le célèbre boulevard Saint-Michel, et la fontaine de Daviou, la fontaine Saint-Michel. Et ça, ça montre bien comment on extrait l'île de la Cité vers les deux culées, rive droite et rive gauche, pour ancrer cette cité comme le cœur de ville. Ça, c'était l'intention. Et on libère complètement le parvis et l'esplanade. Un autre objectif, plus politique, était de prévenir de possibles soulèvements populaires fréquents à Paris. En démolissant le vieux centre de Paris, Haussmann a déstructuré une éventuelle insurrection ouvrière en éparpillant les foyers de contestation dans les nouveaux quartiers. Haussmann a l'obsession de la ligne droite. C'est le culte de l'axe du XIXe siècle. Haussmann fait aussi construire ou reconstruire des ponts sur la Seine, dont le pont de Sully, le pont Saint-Michel et le pont Notre-Dame. Mais au-delà de ces gigantesques travaux, le baron Haussmann est à l'origine de l'homogénéité esthétique de l'architecture des immeubles de Paris. Selon les estimations, Haussmann a modifié Paris à hauteur de 60%. 18 000 maisons ont été démolies entre 1852 et 1868, dont 4 349 avant l'extension des limites de Paris en 1860. La nouvelle réglementation, imposant des constructions d'un standing élevé, exclut les classes les moins aisées. Haussmann ne s'en cache pas. Il écrira à Napoléon III qu'il faut accepter dans une juste mesure la cherté des loyers et des vivres, comme un auxiliaire utile pour défendre Paris contre l'invasion des ouvriers de la province. Malgré l'amélioration sensible de l'hygiène de la capitale, son œuvre n'en reste pas moins contestée à cause de l'importance des sacrifices consentis et l'autoritarisme des méthodes employées. Revers de la médaille, les flaques, mares et autres points d'eau croupissants, dus aux travaux, perdurèrent longtemps et favorisèrent ainsi le paludisme dans Paris. Afin de sauver l'image du vieux Paris, il confia à Charles Marville la mission de photographier la capitale avant et pendant les travaux.
Les lois d'expropriation ont entraîné plus tard de nombreuses contestations et poussé à la faillite de nombreux petits propriétaires dépossédés de leurs biens. Dans son roman La Curée, Émile Zola dénoncera ces manœuvres financières spéculatives et douteuses. Quand Haussmann fait cette esplanade, refait la préfecture de police, refait l'Hôtel-Dieu qui était sur la rive et qui était à cheval entre l'île de la Cité et la rive gauche, et le met sur la rive droite, il croit faire un assainissement urbain, refait le palais de justice, tout, on refait un quartier complètement. Et quelque part, il ne le sait pas, mais il l'assèche. Effectivement, des millions de touristes vont venir aujourd'hui, le développement du tourisme va amener des tas de gens là, mais il manque l'âme parisienne. Et le défi de tous les projets, aujourd'hui, les nôtres, c'est comment rendre Lutèce à Paris. L'une des conséquences de ces travaux est la chute brutale de la population de l'île de la Cité dans les années 1860. La plus grande partie des quartiers d'habitation fut remplacée par des bâtiments administratifs et hospitaliers, ainsi que par des places et esplanades. De plus de 15 600 habitants en 1800, la population est actuellement passée sous la barre des 900 habitants. L'île de la Cité en chiffres, c'est une superficie de 23 hectares, 2500 mètres de berge de Seine, 900 habitants, 10 000 salariés quotidiens, 13 millions de touristes par an. Malgré la petitesse de l'île, elle regorge de trésors inestimables, dont certains remontent au Moyen Âge. En voici quelques-uns. Dès le VIe siècle, Clovis installe sur l'île de la Cité sa demeure royale. En 1200, Philippe Auguste fait du palais de la Cité le siège du pouvoir capétien. Saint-Louis l'embellit par l'érection de la Sainte-Chapelle. Philippe le Bel agrandit le palais pour y abriter des institutions de l'administration du royaume. Le palais de justice. Situé depuis son origine au palais de la Cité, il reste encore d'importants vestiges du temps où l'île était la résidence des rois. La grande salle avec sa cuisine, la conciergerie, la Sainte-Chapelle. Le palais est le centre névralgique de l'ordre judiciaire français, puisqu'il abrite notamment la Cour de cassation, qui en est sa juridiction la plus élevée. La Sainte-Chapelle. Fort de l'acquisition de la Sainte Couronne vers 1239, Saint-Louis décide de l'édification d'une chapelle conçue comme une véritable châsse pour la vénération des reliques. Le nouvel édifice prend place dans le palais de la Cité, principal lieu de résidence de Saint-Louis, et remplace l'ancienne chapelle Saint-Nicolas, qui est alors détruite. Le tribunal de commerce. Initialement créé à Lyon en 1419, un édit de 1563 crée une juridiction consulaire à Paris, composée d'un juge et de 4 consuls élus. Le tribunal correctionnel. C'est une chambre spécialisée statuant en première instance en matière pénale sur les infractions qualifiées de délit et dont les peines d'emprisonnement ne peuvent excéder les 10 ans. La préfecture de police. Héritière du Guet, la police parisienne est sous l'autorité de l'État à partir de Colbert et du lieutenant général de la police, Gabriel Nicolas de la Reynie, et ce, jusqu'à la Révolution. C'est Bonaparte qui crée la magistrature du préfet de police en février 1800. Le préfet de police reprend les attributions du lieutenant général de police pour exercer des pouvoirs auparavant dévolus au prévôt de Paris. La tour de l'horloge. Le roi Jean II le Bon fait édifier entre 1350 et 1353
une tour qui devient par la suite la tour de l'horloge du palais de la Cité. Elle joua un rôle de guet pour la sécurité du palais. La conciergerie. Sous la monarchie, le concierge est un haut personnage du royaume. Il est nommé par le roi pour assurer l'ordre, la police et enregistrer les prisonniers. La prisonnière la plus célèbre de la conciergerie fut Marie-Antoinette, qui y passa ses dernières semaines du 2 août au 16 octobre 1793 jusqu'à son procès qui l'enverra à la guillotine. Le Pont Neuf. Initié par Henri III et finalisé sous Henri IV, c'est le premier pont dépourvu d'habitation sur la Seine. Il est également le premier à être équipé de trottoirs pour les passants. Le square du Vert-Galant. Le square doit son nom à Henri IV, surnommé le Vert-Galant en raison de son goût pour la séduction, même à un âge avancé. La place Dauphine. Elle est rebaptisée en l'honneur du dauphin, le futur Louis XIII. Le lieu réunit 3 îlots de la Seine. La statue équestre d'Henri IV. Inaugurée en 1614 en grande pompe, elle est, lors de la Révolution française, démontée et fondue. Sous Louis XVIII, la nouvelle statue est inaugurée. À l'autre extrémité de l'île, le square de l'Île-de-France. En 1687, un premier jardin, réservé aux hommes, faisait partie de l'enclos des chanoines de la cathédrale. En 1868, le préfet Haussmann y fait construire la morgue de la capitale. Elle sera transférée en 1914 sur le quai de la Râpée et remplacée par le square actuel. Au sud-ouest du square, un mémorial des martyrs de la déportation fut construit de 1954 à 1964. Inauguré le 12 avril 1962 par le général de Gaulle, le monument est consacré à la mémoire des déportés partis de France. La cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique fut érigé entre 1163 et 1330. C'est le monument le plus visité de France, avec plus de 35 000 personnes par jour. L'Hôtel-Dieu de Paris. Créé en 651 par l'évêque parisien Saint-Landry, il fut le symbole de la charité et de l'hospitalité. L'Hôtel-Dieu est le plus ancien hôpital de la capitale. Charlemagne et ses Leudes. La statue est présentée en bronze à l'exposition universelle en 1878. Elle aurait été préservée lors de l'occupation allemande du fait de l'importance de Charlemagne dans l'histoire allemande. La crypte archéologique. Elle présente des vestiges archéologiques de l'Antiquité au XIXe siècle, découverts lors des fouilles réalisées entre 1965 et 1972. Le jardin Jean XXIII. La fontaine de la Vierge. Les fontaines Wallace. Paris,
Assiégé entre septembre 1870 et janvier 1871 par les Prussiens, connaît un hiver redoutable. Le collectionneur anglais Richard Wallace, éminent donateur, décide d'aider les plus démunis en offrant à la ville de Paris des fontaines permettant un libre accès à l'eau potable. Les 4 cariatides représentent la bonté, la simplicité, la charité et la sobriété. Elles sont toutes différentes. Elles représentent également les 4 saisons. Simplicité symbolise le printemps, charité l'été, sobriété l'automne et bonté l'hiver. Le point zéro. Le point zéro des routes de France est le point zéro de Paris, c'est-à-dire le point kilométrique zéro des routes quittant la capitale, dont on se sert comme référence pour le calcul des distances avec les autres villes de France. C'est ici que tout commence. Les ponts parisiens témoignent du patrimoine historique de la capitale. Penchons-nous donc sur l'histoire des ponts de l'île de la Cité. Le pont Saint-Louis. Le pont Saint-Louis relie l'île de la Cité à l'île Saint-Louis. L'actuel pont est le 7e reliant les deux îles depuis 1634. Le premier s'appelait pont Saint-Landry ou pont de bois. Achevé en 1634, il est endommagé par la débâcle de 1709 et détruit en 1710. Il est reconstruit en 1717, toujours en bois, et est appelé Pont Rouge. Ce pont résista à la crue de 1740, mais s'écroula lors de celle de 1795. Le nouveau pont est construit en 1804, mais avec des culées et des piles en pierre. Il est à 2 arches et ne servait qu'aux piétons. Suite à un affaissement, il sera démoli en 1811. De 1842 à 1862 est construit le premier pont Saint-Louis, une passerelle métallique suspendue, interdite aux voitures. En raison de l'effondrement du pont qui coûta la vie à 3 personnes, il est remplacé en 1941 par une passerelle provisoire. Les travaux de l'actuel pont ne commenceront qu'en 1969 et seront achevés en 1970. Le pont de l'Archevêché. Le pont de l'Archevêché est long de 68 mètres et large de 11 mètres. Il comporte 3 arches en pierre. C'est le pont le plus étroit de la capitale. Il tient son nom de l'archevêché qui se situait au sud-est de Notre-Dame, entre la cathédrale et la Seine. En septembre 1911, ce pont a été le lieu d'un accident spectaculaire. Un véhicule de la Compagnie générale des omnibus est en effet tombé du pont dans la Seine. Le pont au double. Le pont au double porte ce nom car à l'origine, il existait un péage pour son franchissement qui était de 2 deniers, soit un double denier. En 1515, il est demandé à François Ier de construire un pont sur le petit bras de la Seine afin d'installer des malades près de l'Hôtel-Dieu.
Mais les travaux ne commenceront qu'en 1626 et se termineront en 1632. Le pont s'effondre le 31 décembre 1709 et est aussitôt reconstruit. Pour faciliter la navigation, le pont est détruit en 1847 et reconstruit d'une seule travée. Mais dès 1883, les grands travaux d'urbanisme du quartier amèneront son déplacement dans l'axe de la rue d'Arcole et du pont d'Arcole pour former un axe nord-sud cohérent. Le petit pont Cardinal Lustiger. Le petit pont actuel fut construit en 1853. C'est le plus petit des ponts de Paris. Son nom lui vient du fait qu'il franchissait à l'époque gallo-romaine le petit bras de la Seine. Fait de bois, il était particulièrement exposé aux crues de la Seine et aux incendies, et ce, jusqu'au XVe siècle. En 1409, le pont fut établi en pierre. Des boutiques et des habitations s'y implantèrent. En 1702, il fait partie du quartier de la Cité, possède 26 maisons et 5 lanternes. Après plusieurs effondrements, le petit pont et toutes les maisons qui y étaient construites furent totalement détruits par un incendie en 1718. Il fut remplacé un an plus tard et la construction d'habitations y fut interdite. De 1850 à 1853, un nouveau pont est construit à une seule arche en ciment et meulière. En juin 2013, il est rebaptisé Petit pont Cardinal Lustiger, du nom de celui qui fut archevêque de Paris de 1981 à 2005, Jean-Marie Lustiger. Le pont Saint-Michel. Le pont Saint-Michel fut construit en 1857 et est long de 62 mètres et large de 30 mètres. Au centre de l'imposte de chaque pile figure un N, rappelant l'emblème impérial de Napoléon III. C'est en 1353 que fut décidée la construction du premier pont en pierre à cet emplacement. Rapidement loti de maisons, l'ensemble fut emporté par la Seine en 1407. Très vite reconstruit, le pont reçut en 1424 le nom de pont Saint-Michel en raison du voisinage de la chapelle Saint-Michel. Il fut à son tour détruit par une crue de la Seine en 1547. Le pont, rebâti en pierre, fut loti de 32 maisons qui ne disparurent qu'au début du XIXe siècle, à la suite d'un décret impérial de 1807. Le Pont Neuf. Le Pont Neuf doit son nom à son côté novateur. En effet, il est dénué d'habitation et pourvu de trottoirs, protégeant ainsi les piétons de la boue et des chevaux. Il est le tout premier pont de pierre de la capitale à traverser entièrement la Seine. C'est le plus ancien pont de Paris et son troisième plus long avec 238 mètres. Débuté sous Henri III, sa construction se poursuivra jusqu'en 1607 sous le règne d'Henri IV. C'est ce dernier qui opta pour un pont sans maison. Dans les corbeilles s'érigent des boutiques. En 1702, le pont qui fait partie du quartier de la Cité en possède une vingtaine et autant de lanternes. Au XIXe siècle, les corbeilles sont vidées. La dernière boutique n'en disparaît que vers 1854. Lors des travaux du Pont Neuf, le 2 janvier 1602, le roi autorise la construction d'une grande pompe à eau. Cette pompe est la première machine élévatrice d'eau construite dans Paris. Elle était installée dans un petit immeuble d'habitation sur pilotis. Le pont au change. Le pont au change relie l'île de la Cité depuis le palais de justice, la conciergerie et le tribunal de commerce à la rive droite au niveau du théâtre du Châtelet. Ce pont doit son nom aux changeurs, les courtiers du change et orfèvres qui s'établirent sur le pont sur ordonnance de Louis VII. L'actuel pont au change a été construit de 1858 à 1860 sous le règne de Napoléon III et porte donc son monogramme impérial comme son pendant de la rive gauche, le pont Saint-Michel. Le premier pont s'appelait alors le Grand Pont. Jusqu'en 1280, il est régulièrement emporté par les crues de la Seine. Détruit en 1621 par un incendie, il est reconstruit de 1639 à 1647 aux frais de ses habitants et était à l'époque le plus large de la capitale. Les maisons qu'il supportait
furent rasés à la fin du XVIIIe siècle. Le pont Notre-Dame. Le pont Notre-Dame occupe l'emplacement de l'un des tout premiers ponts de la capitale, le Grand Pont. Après nombre de destructions dues aux attaques normandes du Moyen Âge, un nouveau pont est construit en 1421. Il y fut construit 60 maisons, 30 de chaque côté du pont avec, à leurs pieds, de riches boutiques, dont plusieurs librairies et armureries qui faisaient la réputation du pont. Le 25 octobre 1499, lors d'une crue de la Seine, le pont s'entr'ouvrit et les maisons s'écroulèrent. D'une grande importance économique pour la cité, il est rapidement reconstruit. L'ouvrage, terminé en 1512, est un endroit commerçant très fréquenté et prestigieux. François Ier y fait son entrée triomphale dans Paris en 1515. En 1769, le pont Notre-Dame est le plus ancien des ponts qui existent à Paris. Par lettre patente du roi, on doit détruire les habitations devenues insalubres qui le surmontent. À la suite de pas moins de 35 accidents fluviaux entre 1891 et 1910, il est surnommé le Pont du Diable. Pour remédier à ces nombreux problèmes de navigation, il fut décidé de démolir les 3 arches centrales et de reconstruire le pont avec une arche de 60 mètres d'ouverture. À proximité du pont Notre-Dame, 2 pompes à eau furent établis vers 1670 pour desservir les fontaines parisiennes. Le pont d'Arcole. Le pont d'Arcole est le premier pont parisien en fer. Il est construit en 1854. Il est large de 20 mètres et comporte une arche unique de 80 mètres. Ses culées sont en pierre de taille. L'origine de son nom est trouble. En effet, il pourrait faire référence au jeune Arcole, tué lors des Trois Glorieuses pendant une contre-attaque des insurgés contre l'hôtel de ville. Mortellement atteint, il se serait écrié « Mes amis, souvenez-vous que je me nomme Arcole ». Mais il a pu aussi évoquer le souvenir de Bonaparte à la bataille du pont d'Arcole. Il est initialement appelé pont de la Grève pendant ses 2 premières années. La passerelle construite en 1828 prendra ensuite son nom actuel. Elle est remplacée en 1854 par un ouvrage métallique. C'est le premier pont sans appui sur la Seine entièrement réalisé en fer et non plus en fonte. L'île de la Cité est une île de contraste ou de paradoxe. En effet, il existe un axe naturel d'organisation de l'espace et des flux de circulation qui est parallèle au cours du fleuve. Cet axe a complètement été préservé dans l'île Saint-Louis. C'est la rue Saint-Louis en Lille. Mais cet axe a été contrarié dans l'île de la Cité. Bien qu'au cœur géographique de la capitale du Grand Paris et de la région Île-de-France, l'île n'en est pas le cœur battant. Après l'heure de fermeture des services publics, on ne retrouve rien de l'animation des quartiers Saint-Michel, des Halles, du Châtelet ou du Marais. La forte présence institutionnelle restreignant la vie normale. Comment tout d'un coup on ramène les gueux de Paris sur l'esplanade pour aller sauver Esmeralda. Ça, c'est la vraie question. Et qu'est-ce que c'est qu'un Paris moderne? C'est du travail, c'est de l'observation, c'est de l'acupuncture. Et donc, c'est un peu contradictoire avec une vision globale des choses. C'est comment, à tel carrefour, je prends une histoire, le pont Saint-Louis. Il y a des battleurs sur le pont Saint-Louis. Il n'y en a pas beaucoup. Mais là, il y en a toujours. Il y a toujours un type avec une marionnette, un violoniste, un piano. C'est des battleurs bizarres. Ça reprend une tradition d'animation sur les ponts de Paris. Mais je suis sûr qu'ils disparaissent à 18h, quoi. Enfin, ou à 20h.
Le projet global se développe en un ensemble de 35 propositions, modulables selon une perspective globale dont l'enjeu est la réintégration de l'île dans la vie urbaine et dans le cœur de la capitale. Remodeler la place du Palais avec une uniformisation des sols, du mobilier urbain, à la manière de la place Saint-Marc à Venise. Investir les espaces inférieurs de l'île pour créer des zones de circulation, sans pour autant perturber l'activité du palais de justice, avec une sortie du palais donnant directement sur la place Dauphine. Créer des espaces de rencontre et de commerce dans les ailes de l'Hôtel-Dieu, avec des plafonds vitrés pour laisser pénétrer la lumière. Mettre à nu la crypte archéologique devant la cathédrale en transformant le parvis en un immense plafond de verre. Ouvrir des accès directs au quai via les parkings souterrains pour faciliter le mouvement des populations et la vie nocturne. Si je dois conclure, je vais exprimer ça en architecte. C'est un lieu qui, à l'origine, a été plein, une citadelle pleine, avec des gens, avec des activités, avec des échanges, avec un roi, avec un pouvoir. Et ce qui était en pierre de romaine, en citadelle, en enceinte, tout d'un coup, a eu une émergence architecturale, la création de cette cathédrale, qui a été l'art du vide. Et tout d'un coup, c'est vide. Mais cet art du vide, gothique, était plein de ses fidèles. C'était un endroit immense pour réunir plein de gens, pour faire la fête des fous, pour faire des enterrements notables, pour faire des magnificats, des tédéums, des tas de choses, des tas de manifestations, de la musique. Toute la question, c'est comment on remplit ce vide. Comment on ramène les Parisiens. Les touristes, c'est pas dur. C'est un des monuments les plus visités de Paris, je répète. Mais comment on ramène des Parisiens? C'est-à-dire des gens le soir. Des gens qui viennent... parce que Paris, c'est 24 heures sur 24. Il y a des quartiers, sont quelques quartiers, dont celui-ci. Il ne vit pas la nuit. Comment on lui redonne cette vie? Comment on fait de ce lieu mon lieu?